Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, à ce webinaire, dans lequel on va se poser la question suivante: est-ce que les nouveaux financements européens, notamment dans le cadre du programme, Horizon Europe, sont-ils adaptés à mes projets? Alors, donc je suis, Louise Vigneault et je suis chargée de mission au conseil régional au sein de la direction Europe, dans le service animation et montage de projets européens. Et donc je serai accompagnée de ma collègue Caroline West, qui est chargée de projet au service entreprise chez HDF ID. Bonjour à Alors tous. une petite précision, avant de commencer, vous avez sur le panneau, latéral, à droite, vous avez plusieurs onglets. Il y a un onglet chat, dans lequel, effectivement, c'est destiné pour, échanger entre vous, et il y a un onglet questions. Donc si vous avez véritablement une question à nous poser, on vous demande vraiment d'essayer de la poser dans cet onglet-là en particulier. Vous verrez, il y aura on vous posera aussi un certain nombre de questions pendant la présentation, mais ça sera simple et ça sera dans l'onglet, sondage. Donc plusieurs organisations, régionales, pôles de compétitivité, excellence, clusters, centres techniques ou de R&D des universités, apportent une attention particulière au programme Horizon, Europe et se mobilisent fortement avec nous, notamment, à l'occasion de ce webinaire qu'on a co-organisé. Et sachez que pour, les personnes qui sont présentes à ce webinaire et qui font partie de ces structures, ce sont vraiment, vos premiers contacts Europe, en fait. Si vous souhaitez vous lancer, ce sont les premières personnes à contacter. Voilà. Ce webinaire, en fait, qui est tout à gauche sur le schéma, s'inscrit, en fait, dans un parcours dont l'objectif est vraiment que vous soyez équipés, à la sortie des appels à projets Horizon Europe qui auront lieu à partir de 2021. En effet, en fait, on est dans une période charnière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, d'appels à projets, quasiment plus d'appels à projets dans le cadre du programme précédent Horizon 2020. Et les appels à projets, les nouveaux appels à projets dans le cadre d'Horizon Europe, qui commencera en 2021, ne sont pas encore sortis. On pourrait se demander de ce fait, qu'est-ce que je fais ici, à ce webinaire? Et justement, on vous propose en fait de profiter de cette période de transition pour que vous puissiez prendre le temps de voir si oui ou non ce programme pourrait matcher en fait avec vos idées de projet, votre structure et votre stratégie. On va pas vous présenter, des appels à projets ou tout le programme dans ses moindres détails. Pour ça, on vous donne rendez-vous en fait le 1er décembre, pour une matinée virtuelle en fait qui présentera un peu plus en détail le programme. Mais plutôt, on va plutôt vous présenter en fait les clés de compréhension du programme et du type de programme, du type de projet qu'il financera et on va faire ça en fait pour faciliter votre autodiagnostic. Est-ce pertinent a priori, oui ou non, que je participe, que j'essaie de me lancer dans le cadre de ce programme? Ce travail en fait en amont, en interne, il est nécessaire pour pas perdre de temps et se lancer tête baissée. Et on vous présentera ensuite un ensemble d'accompagnements et de formations qu'on pourra vous présenter, en plus. Alors, à l'occasion en fait donc de ce webinaire aujourd'hui, on va se poser, plusieurs questions. Finalement, la première question, c'est pourquoi l'Europe finance des projets d'innovation? Alors, l'idée ici, c'est pas de faire de la théorie, pour faire de la théorie, mais c'est de bien comprendre en fait les dessous de ce programme, les financeurs, les objectifs stratégiques, politiques, pour que vous puissiez, adapter aussi, vos projets en fonction de ce programme. On verra ensuite qui sont ceux qui réussissent en tant que partenaires et projets et on verra également, dans une troisième partie, quelles sont les bonnes questions à vous poser avant même de vous lancer, avant de considérer l'éventualité de répondre à un appel à projet. On vous donnera des questions en fait pour, réaliser votre propre autodiagnostic. Et on terminera également, effectivement, si vous souhaitez vous lancer, on terminera sur une petite présentation des outils et des aides dont vous pouvez disposer et des formations également. Alors, je vais couper ma caméra. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà, par exemple, les fonds, FEDER ou les programmes Interreg. Peut-être que même que vous avez déjà été partenaire de ce type de programme ou de fonds. Donc ce sont aussi effectivement des fonds et des programmes européens
mais ils sont différents et complémentaires de Horizon Europe. Comme vous le voyez en bas à gauche, les programmes Interreg, l'objectif premier, c'est vraiment de renforcer la cohésion économique et sociale et de corriger les déséquilibres entre les régions. C'est une échelle transfrontalière et ça se ressent dans les projets qui sont financés, dans les attentes de l'Union européenne. On va vraiment attendre dans les projets qu'ils démontrent de la plus-value de travailler entre régions européennes. Et on est effectivement sur une échelle transfrontalière. En bas à droite, vous avez effectivement les programmes opérationnels régionaux comme le FEDER, le FEADER, le FSE, etc. Et c'est pareil, l'objectif premier, en fait, c'est vraiment de l'Union européenne, c'est vraiment de participer au développement économique et social de la région Hauts-de-France. Ça se ressent également dans les projets où finalement on va vouloir démontrer l'impact du projet sur le territoire. Et la compétition, lorsqu'on dépose des projets, se fait vraiment à l'échelle régionale. Alors, ça ne veut pas dire que dans les programmes FEDER, etc., il n'y a pas d'innovation, loin de là. Le développement économique peut passer par ça, mais ça n'est pas l'objectif premier du financeur. Au centre, vous avez les programmes sectoriels. Horizon Europe en fait partie, mais il y en a d'autres, notamment Erasmus+, LIFE, MIE, UIA, etc. Alors, si on se concentre vraiment sur Horizon Europe, c'est le programme cadre pour la recherche et l'innovation de l'Union européenne. On va attendre des projets, et on reviendra beaucoup plus longuement dans ce webinaire là-dessus ensuite. On attend des projets, un impact européen, des projets d'excellence et innovants, et la compétition est européenne. C'est-à-dire qu'on va déposer un projet dans le cadre de ce programme et on sera en compétition avec des Espagnols, des Italiens, etc. Donc voilà. Je passe à la slide suivante. Alors, en Hauts-de-France, si vous voulez, on ne peut pas parler pour l'instant d'impact du programme Horizon Europe. Vous l'aurez bien compris, ce programme va commencer en 2021. Mais pour son prédécesseur, le programme Horizon 2020, qui s'est déroulé de 2014 à 2020, qui est encore en cours aujourd'hui, sur le territoire des Hauts-de-France, ce programme, ça représente plus ou moins 300 projets de recherche, de développement et d'innovation, qui représentent à peu près 121 organisations, donc des entreprises, des établissements, des universités, des centres de recherche, des institutions publiques, des pôles, des clusters. Et ces projets ont apporté 165 millions d'euros de subventions sur le territoire. Le budget total cumulé de tous ces projets est bien plus important, et c'est vraiment au niveau de la somme apportée sur le territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces chiffres ne sont pas définitifs parce qu'il y a encore des projets qui ne sont pas référencés, le programme n'étant pas terminé. Je passe la parole à ma collègue Caroline. Merci Louise. Donc, dans cette première partie on va s'interroger et se poser la question de pourquoi l'Europe finance des projets. C'est vrai qu'on n'a pas forcément eu l'habitude de considérer l'Union européenne comme un financeur, et pourtant c'est bien ce qu'il est. Donc nous, on va essayer de comprendre un petit peu ses objectifs et ses motivations ensemble. Donc comme pour tous les financeurs, l'Europe choisit d'intervenir de sa stratégie et de ses priorités. Ses motivations touchent à la mise en œuvre de sa stratégie et peuvent aussi relever de considérations institutionnelles. En cela, présenter un projet devant l'Union européenne, avant de soumettre un projet, il faut savoir ce qui motive le financeur, et ne pas le faire, c'est risquer vraiment de tomber des attendus. L'Europe ne finance pas tout. La concurrence, on le sait, et donc vérifier la cohérence entre la stratégie du financement et celle de votre projet est un premier pas nécessaire, qui sera peut-être dans une aventure d'avance. Caroline, on t'entend mal, c'est haché en fait. Donc je disais que vérifier la cohérence entre la stratégie du financement et celle du projet n'est pas nécessaire, et que cela vous évitera de vous lancer dans une perdue. Non, on t'entend pas.
L'Union européenne a partagé sa vision dans le cadre de la prochaine programmation budgétaire. Celle-ci se décline en 3 axes. Alors, on vous demande, un tout petit peu, vraiment quelques secondes. Effectivement, le son n'est pas très bon. Petit problème technique, mais ça devrait être réglé, très rapidement. Mes excuses pour, ce manque, de son. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? J'espère que oui. Oui, là, c'est bon. Donc, l'Union européenne a partagé sa vision dans le cadre de la prochaine programmation budgétaire et celle-ci se décline en 3 axes. Le premier concerne la lutte contre le changement climatique. Dans son pacte vert pour l'Europe, l'Union européenne ambitionne d'être climatiquement neutre d'ici à 2050. Au fur et à mesure, ce pacte vert se décline en différentes initiatives, une stratégie industrielle, des plans d'action qui vont concerner par exemple l'économie circulaire, les systèmes alimentaires durables ou encore la biodiversité. Le Green Deal européen, il est déjà en marche, notamment avec le lancement courant septembre d'une première série d'appels à projets. Deuxièmement, l'Union européenne souhaite participer à la réalisation des 17 objectifs de développement durable fixés par l'ONU à l'horizon 2030. Ces objectifs, ils répondent à des défis mondiaux tels que la pauvreté, le climat, la dégradation de l'environnement, la prospérité, la paix. Ces défis sont interconnectés, mais chacun des 17 objectifs s'est vu fixer des cibles à atteindre. Et je vous invite à en prendre connaissance parce qu'ils peuvent vraiment constituer une porte d'entrée pour vos projets. Troisièmement, l'Union européenne cherche à maintenir sa place dans l'économie mondiale, notamment face aux concurrents américains et asiatiques. Pour cela, elle doit remobiliser ses forces scientifiques et économiques pour être un chef de file de l'innovation radicale. Cette vision, elle se transforme en objectifs plus concrets dans le cadre du programme Horizon Europe. Concernant la compétitivité européenne, il s'agira notamment de mieux transformer la recherche en innovation. En effet, l'Europe représente 20% de la R&D mondiale et environ un tiers des publications scientifiques de haut niveau. Et pourtant, elle se fait distancer en termes d'innovation et notamment d'innovation de rupture. Horizon Europe a vocation à faciliter l'émergence d'innovations qui généreront emploi et croissance durable en Europe. Le programme Horizon Europe doit également jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique. Au-delà d'appels à projets thématiques qui seront lancés sur ces questions, des missions de recherche et d'innovation seront aussi lancées pour rassembler les forces autour d'objectifs ambitieux et inspirants. 5 missions ont déjà été préidentifiées, dont 4 concernent la lutte contre le changement climatique, et je vous les cite, l'adaptation au changement climatique, la santé des sols et l'alimentation, la santé des océans et les villes climatiquement neutres. Pour atteindre ces objectifs, l'Union européenne a montré qu'elle était capable de mener des actions volontaristes, mais aussi de tester des approches nouvelles via des actions pilotes. Pour faire bouger les lignes, elle est prête à prendre des mesures qui inciteront à changer les pratiques et même parfois les mentalités. C'est par exemple le cas sur la question du genre et de l'égalité homme-femme. L'Union européenne a d'abord inscrit la question du genre comme un critère obligatoire à décrire dans le cadre de dossiers de candidature. Et ce critère peut également être décisif au moment de l'évaluation de vos projets. Plus récemment, elle a lancé un appel à projets spécifique avec le souhait d'avoir au moins 30% de femmes lauréats de cet appel. Un autre exemple de cette Union européenne lanceuse de tendance, c'est sur sa conception du financement du risque. L'Union européenne a lancé récemment un instrument visant à financer des startups extrêmement innovantes et elle va considérer la bancabilité de l'entreprise et de sa solution et va décider de financer des projets qui sont tellement risqués qu'ils ne trouvent pas d'autres financements ailleurs. L'une des notions qui restera au cœur d'Horizon Europe, c'est celle de l'impact. L'Union européenne a de grandes ambitions, on l'a vu. Les projets qu'elle finance doivent donc lui permettre de réaliser cette ambition.
Cela implique que tout projet qui va recevoir des aides du programme Horizon Europe devra clairement définir les effets qu'il aura sur la société européenne. Même pour les projets de recherche fondamentale, il est attendu que les chercheurs se projettent plus loin. Il faut réfléchir au plus tôt aux impacts potentiels d'un projet, quelles vont être les utilisations, quelles applications sur le terrain, qui seront les clients, qui seront les utilisateurs, quel effet cela aura-t-il sur le citoyen. N'oublions pas, par ailleurs, que l'Union européenne est également une institution politique. Les réalisations d'un programme ambitieux tel qu'Horizon Europe sont évidemment intégrées dans son bilan politique et l'institution doit montrer qu'elle obtient des résultats. Au niveau du programme, la notion d'impact peut se décomposer en 3 différentes sortes. Nous avons premièrement l'impact scientifique avec par exemple le fait de créer de nouvelles connaissances de haute qualité. Nous avons les impacts sociétaux, par exemple renforcer la pénétration de la recherche et de l'innovation dans la société, et les impacts économiques qui vont être de générer de la croissance, des emplois et de susciter des investissements. Vous comprenez maintenant quels sont les thèmes sur lesquels le financeur européen va focaliser son attention et comment il compte s'y prendre pour atteindre ses objectifs. Horizon Europe est en fait une traduction opérationnelle dans le domaine de la recherche et de l'innovation de cette volonté. Le programme Horizon Europe a été construit en 3 piliers pour agir à différents niveaux. Aujourd'hui, l'idée n'est pas de rentrer dans le détail de la structure du programme Horizon Europe, mais plutôt d'en comprendre la logique d'ensemble. Ainsi, le premier pilier, Sciences d'excellence, va avoir pour objectif de financer des projets scientifiques d'excellence, mais également de renforcer les carrières des chercheurs, par exemple. Le pilier 2 va être axé autour de problématiques mondiales avec des appels à projets thématisés au cours de grands thèmes d'intérêt. Et le pilier 3, Europe plus innovante, a vocation à soutenir des projets d'excellence en termes d'innovation et également de renforcer les écosystèmes qui vont pouvoir faire que l'Europe aura de plus en plus de ce genre de projets de rupture. Je précise que le programme Horizon Europe, il représente un budget d'environ 100 milliards d'euros pour la période 2021-2027 et qu'il fonctionne principalement par une logique d'appel à projets. Merci beaucoup, Caroline. Après cette partie, effectivement, sur l'UE en tant que financeur, on va voir un petit peu dans la partie suivante qui sont ceux qui réussissent en tant que partenaires et projets. C'est-à-dire, en fait, ce que Horizon Europe financera, ça vous permettra peut-être de mieux visualiser, en fait, le type de projet, les différents rôles dans les projets collaboratifs et puis les facteurs de succès et puis les avantages aussi de participer. On enchaînera dans la partie 3 avec le fameux autodiagnostic. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Horizon Europe financera des partenaires qui sont forts en termes de compétences, en termes de connaissances, en termes de savoir-faire, de technologies clés. L'Europe financera, le Horizon Europe financera des partenaires souvent nombreux. Effectivement, la plupart des appels à projets, en fait, dans le cadre de ce programme, sont collaboratifs. Et il est nécessaire, en fait, d'associer 3 partenaires de 3 pays différents. Alors, je précise quand même qu'il existe aussi des projets individuels, comme par exemple le financement de bourses de chercheurs ou de projets innovants de PME. Ce sont souvent des projets ou des partenaires de différents types. Donc on peut retrouver effectivement des startups, des entreprises, des grands groupes, des villes, des collectivités, des centres de R&D, des universités et de différents pays, comme je vous l'ai déjà dit. Ces partenaires, ils sont réunis autour de projets. Comme vous avez pu le voir déjà un petit peu avec Caroline, c'est des projets qui peuvent couvrir une multitude de secteurs. Horizon Europe ne va pas se cantonner à un secteur en particulier, mais on a bien une multitude de secteurs qui sont représentés dans le cadre des projets qui seront financés. On a effectivement le domaine de la santé, des transports, de l'énergie, des sciences humaines, etc. Dans un souci vraiment de transversalité.
On va vraiment attendre cette transversalité entre les différents secteurs dans le cadre des projets. Ces projets, ils développent des idées, des expériences, des approches dans le cadre, de façon plus pragmatique, de projets, de plusieurs types de projets. On a des projets scientifiques, on a des applications pilotes, des projets de démonstration, des produits innovants. Et ces projets, ils répondent, comme on l'a vu, aux attentes fortes de la Commission européenne. En fait, effectivement, ces projets, il faut qu'ils soient complémentaires des projets qui sont déjà financés par la Commission européenne. Effectivement, la Commission européenne ne souhaite pas financer 2 fois, les mêmes projets. Elle souhaite que, effectivement, les projets, travaillent les uns avec les autres, partagent les résultats, des projets qui ont été produits et cetera. Il faut que ces projets, ils aient l'ambition de produire des résultats tangibles, ambitieux. Ces projets également, l'un des critères qui est très important, qui est attendu, c'est qu'il faut qu'ils puissent être répliqués au niveau européen. Alors pas le projet en lui-même, bien entendu, mais ce qui sera produit dans le cadre du projet. C'est-à-dire que la Commission européenne ne souhaite pas financer des projets isolés les uns les autres, qui finalement se termineront à la fin des subventions. Elle souhaite des projets qui puissent produire des choses qui puissent être diffusées, en fait, au niveau européen. Et ces projets, comme vous avez pu le voir précédemment, on attend aussi d'eux un impact qui soit fort et qui soit visible auprès des citoyens européens. Alors, on a pris en fait un exemple, une success story régionale qui est le projet MIT, pour vous illustrer un petit peu plus, encore plus précisément en fait, le type de projet financé dans le cadre de ce programme, qui seront financés dans le cadre de ce programme. Alors, l'objectif, en fait, le projet MIT, le partenaire concerné en Hauts-de-France, c'est vraiment l'Institut Polytechnique Unilassal qui est basé à Beauvais. Et ce projet, il regroupe 16 partenaires de 5 pays européens. Au départ, en fait, l'Institut Polytechnique Unilassal avait en tête vraiment un projet de recherche, mais on leur a conseillé effectivement de, notamment dans le cadre d'un suivi au montage de projet réalisé par la région, on leur a conseillé en fait de s'approcher de partenaires industriels et ça a fonctionné parce que le projet s'est monté et a été sélectionné par la Commission européenne. Alors l'objectif de ce projet, c'est vraiment d'accélérer le développement de systèmes géothermiques en Europe dans divers contextes géologiques par différents moyens. On va bien sûr pas détailler le fond technique, bien entendu, de ce projet, mais ce qu'on peut voir, c'est que finalement, ce projet vise la démonstration de l'amélioration de 10% du rendement de conversion de la chaleur en électricité. Donc, on est effectivement, comme on l'a vu précédemment, sur des résultats attendus qui sont quantifiés et qui sont ambitieux. Dans le cadre de ce projet, va être créé également un outil de prise de décision pour répliquer la technologie en vue de l'installation future de systèmes géothermiques. Donc, on voit ici le caractère réplicable dont je vous parlais juste avant dans le cadre de ce projet. Le dernier point, c'est que on considère à 1000 millions de tonnes de CO2 issues de l'électricité géothermique qui pourraient être économisées par an. Donc, on voit bien ici un impact quantifié sur l'environnement qui est très fort. Le budget total du projet est de 12 millions et les subventions qui ont été reçues sur le territoire sont presque de 1 million, sont de 815 000 euros. Donc c'était vraiment pour vous illustrer un petit peu le type de projet attendu, très rapidement bien entendu. Alors, ce qu'on peut ensuite dire, c'est que on va dire qu'il y a 2 grandes postures si vous souhaitez vous lancer dans le cadre de ce programme. La première, c'est, et vous le verrez de manière plus détaillée dans le cadre de l'autodiagnostic, c'est, voilà, j'ai une idée de projet, j'ai un noyau de partenaires, les projets européens, ça commence quand même à bien faire partie de la stratégie de ma structure. Mais vous êtes dans la posture peut-être d'un coordinateur. Vous cherchez à faire financer votre idée, vous avez besoin de trouver un appel à projet, de compléter votre partenariat. La deuxième posture, c'est celle de partenaire. C'est-à-dire que vous considérez que vous avez une expertise, un savoir-faire, une compétence qui est véritablement clé. Et de ce fait, vous cherchez en fait un projet qui est en cours de montage.
justement pour s'associer à lui et être une brique, en fait, du projet. En parlant de briques, on a représenté, en fait, sur cette, diapositive, l'ensemble, en fait, de ce que vous pouvez apporter dans le cadre d'un projet type Horizon Europe, en fonction effectivement de la structure que vous êtes. Donc, par exemple, pour, les start-up, les TPE, les PME innovantes, on va attendre d'elles effectivement qu'elles apportent une technologie innovante, de la disruption, de l'agilité également, des laboratoires de recherche, centres de R&D. Ils vont apporter bien sûr, la connaissance, une expertise très pointue sur un sujet particulier. Ils vont apporter également bien sûr, des plateformes de recherche, des plateformes d'essai et cetera. En ce qui concerne les PME, de plus grande taille ou les ETI, les grands groupes, ils jouent souvent en fait dans le cadre de ces projets, le rôle de end user. C'est eux finalement qui vont exprimer leurs besoins et qui vont être un peu aussi le garant du projet. Ils vont apporter, une brique technologique, un savoir-faire également, des terrains d'essai parfois. Et en ce qui concerne les pôles, clusters et associations, ils peuvent également jouer, un rôle très important dans le cadre de ce type de projet. Ils peuvent apporter, heu, leur expérience des projets, de R&D, collaborative, leur, réseau, la connaissance des besoins du réseau, leurs compétences en communication, en dissémination et leur connaissance de l'écosystème et de la société civile. Je pense par exemple aux associations de patients, dans les projets de santé. Ces projets, ils sont coordonnés par le coordinateur du projet, qui peut être une start-up ou un laboratoire ou un pôle et cetera, qui est vraiment l'initiateur du projet. Il va coordonner le montage et la rédaction du projet, mais également, si le projet est financé, s'il est sélectionné par la Commission européenne, qu'il coche bien toutes les cases, le coordinateur va s'assurer également du bon déroulement du projet, du respect du timing, respect de la répartition du budget et c'est lui qui sera en relation directe avec la Commission européenne. Je termine sur cette diapo en vous disant qu'on parle bien d'un partenariat et pas de sous-traitance. C'est vraiment un partenariat au sens, pur, du terme. Alors, les facteurs de succès, au niveau des projets, on en a déjà un petit peu parlé, mais on va compléter un petit peu, on va aller un petit peu plus loin. Si pour pouvoir réussir, il faut que chaque partenaire soit ouvert au partenariat et à la collaboration. On reviendra dessus avec Caroline dans le cadre de l'autodiagnostic. Chaque partenaire, dans le cadre d'un projet, Horizon Europe, aura un rôle bien identifié et il faut qu'il soit le meilleur pour remplir les tâches qui lui sont attribuées. Pris dans son ensemble, le consortium couvre l'ensemble des tâches nécessaires et il est en capacité, il doit prouver pendant le montage du projet, qu'il est en capacité de mener à bien le projet. Pour aller le plus loin possible, parfois même jusqu'au marché, aux citoyens, à l'utilisateur final. Et bien sûr, comme vous l'avez vu, on attend une implication des end users, des citoyens européens, qui finalement doivent être impliqués dans les projets d'une manière ou d'une autre. Alors, bien sûr, il y a, ce que vous pouvez apporter dans le cadre d'un projet, mais il y a également, tout ce que vous pouvez en retirer, bien sûr. Si, effectivement, dans le cadre d'un projet européen Horizon Europe, ça va vous ouvrir à de nouveaux marchés, notamment, européens, à de nouveaux réseaux technologiques et commerciaux. Ça permet aussi de faire une veille, technologique et commerciale dans votre domaine. Bien sûr, il y a un partage des risques, il y a un accès à des compétences complémentaires que vous n'avez peut-être pas encore, identifiées dans vos réseaux, actuels et bien entendu, des financements importants pour vos projets. On parle dans le cadre de Horizon Europe de 70 à 100 de subventions reçues au début du projet, hors aide d'État pour les entreprises. Donc ce sont effectivement des financements très importants. Mais attention de ne pas tomber dans l'écueil de ne voir ce programme que comme une source de financement, parce que comme on l'a vu et comme vous allez le voir, il y a énormément de choses, de conditions à remplir. Je termine cette partie-là sur, 2 témoignages, de personnes qui sont en région.
Jean-François Vexten, qui est dans l'entreprise Auxel, qui est basée à Goncourt, et qui a eu un projet Clean Sky avec un laboratoire, le LS2E, à l'université d'Artois. Et donc ce qu'il nous dit ici, je vais me permettre de lire le témoignage, parce que je trouve qu'il est assez poignant. Ce projet a donc été une bonne opportunité de se faire connaître par un donneur d'ordre conséquent pendant 2 ans. Ce projet va nous ouvrir des perspectives de marché, dont certaines auxquelles nous n'avions pas pensé. À la fin du projet, nous aurons réalisé des maquettes permettant ainsi de commencer à trouver des clients pour justifier de passer à l'étape supérieure, l'industrialisation. Vous avez à côté le témoignage de Anne-Virginie Salsac, qui est directrice de recherche CNRS au sein du laboratoire biomécanique et bioingénierie, et qui a eu un ERC, qui est vraiment un projet de recherche, et qui nous dit, outre les recrutements et l'achat d'équipements, le projet ERC a renforcé le positionnement de l'équipe Interaction fluide structure biologique au niveau mondial et lui a donné encore plus de visibilité, même si de nombreux résultats de recherche ont été obtenus par le passé, tous nécessitaient d'être consolidés et unifiés entre eux. Alors on vous laisse cliquer ensuite pour aller voir les témoignages écrits ou vidéos sur ces projets. Et je passe la parole à Caroline qui va réaliser, avec qui vous allez réaliser votre autodiagnostic. Merci. Donc, dans cette troisième partie, l'intérêt, c'est vraiment de valider la pertinence de s'investir dans une démarche projet européen. On a vu que c'était une démarche qui allait prendre du temps, qui allait prendre des ressources et de l'énergie. Donc, il y a des questions à se poser pour savoir si c'est pertinent ou pas d'y aller. Ce que je vous propose, c'est qu'en 10 questions simples, on va cerner ensemble les différentes dimensions de vos projets. Bien sûr, il y aurait beaucoup plus de questions à se poser pour prendre une décision finale de candidater ou pas. Mais en tout cas, ces 10 questions, elles permettent vraiment déjà de voir quels seraient les points positifs ou alors les points où là, on aurait plutôt un warning. Attention, ça, ce serait à travailler avant de pouvoir vous lancer dans cette démarche. Alors, pour répondre aux questions, je vous propose tous de vous rendre dans l'onglet sondage, donc qui est sur la partie droite de l'outil de webinaire, à côté de l'onglet questions. On va démarrer avec une première série de 5 questions qui vont plutôt porter sur les objectifs de vos projets. Je vous propose de les parcourir les unes à la suite des autres et d'en faire une analyse combinée à la fin. Donc, c'est parti pour la première question. Elle s'affiche dans l'onglet sondage. Quelle est l'ambition de votre organisation ou de votre projet? Proposer votre offre à l'international ou mettre en œuvre des connaissances actuelles, vendre, pourquoi pas, vos produits, développer un nouveau produit innovant, améliorer des connaissances scientifiques, améliorer une technologie. Troisième option, créer une innovation de rupture ou créer un champ scientifique ou technologique. On passe à la deuxième question. À quelle échéance je souhaite démarrer mon projet? J'ai déjà commencé. Je souhaite plutôt le démarrer d'ici 6 mois ou alors je me laisse une année ou plus pour le lancer. Alors, je précise que dans l'ensemble de ces questions, quand on parle de projet, on va parler de l'objectif, de l'idée que vous souhaitez mettre en œuvre. On ne parle pas encore ici de projet européen, bien sûr, puisqu'on est en train de se demander si on va aller vers un projet européen. Donc, c'est plutôt le projet interne de votre structure. La troisième question. Pour mener à bien mon projet, je suis prêt à m'entourer de partenaires européens. Alors, la première réponse est que non, vous souhaitez mener ce projet seul ou éventuellement avec des partenaires, quelques partenaires français. Pourquoi pas quelques partenaires européens? Ou alors oui, vous avez vraiment envie d'identifier des partenaires ailleurs en Europe pour mener ce projet.
4e question, qui porte là sur le stade de développement de votre projet. Donc, est-ce qu'on est au stade de la recherche? Donc, on est au moment de l'idée, du concept du projet. On est au stade du développement, conception d'un prototype, démonstrateur, un pilote. Ou alors au stade du déploiement, où là, on va regarder tout ce qui est industrialisation, voire même jusqu'à la commercialisation d'une offre ou d'un produit, et puis la phase de croissance de l'entreprise. Et la question 5, est-ce que j'ai mené une étude de l'environnement scientifique, technique ou concurrentiel autour de mon projet? Alors non, je ne l'ai pas fait. Oui, je l'ai fait et j'ai remarqué qu'il existait des choses. Ou alors oui, j'ai mené cette étude et je considère que la voie est libre pour que je puisse mener à bien mon projet. Alors, je vous propose de débriefer de l'ensemble de ces questions ensemble. Concernant l'ambition, la première question qui était sur l'ambition de votre projet, alors je rappelle qu'Horizon Europe, c'est un programme qui a pour vocation de financer des projets de recherche, développement et d'innovation. On y attend des connaissances neuves, on y attend des innovations. Donc, la mise en œuvre de connaissances actuelles ou la vente de vos produits actuels ne pourra pas être financée. Dans ce cas-là, ce serait plutôt une posture qui serait assimilée à un sous-traitant, qui lui va apporter une expertise, va apporter un savoir-faire à un moment donné, mais qui ne prendra pas part au projet. L'amélioration des connaissances, le développement de nouveaux produits, c'est des projets qui peuvent être financés à condition de démontrer leur impact réel. On retrouve ici vraiment la notion d'impact qui est toujours très très forte dans les projets. Et bien sûr, les projets de rupture, qu'ils soient scientifiques ou économiques, sont les plus recherchés dans le cadre du programme, seront les plus recherchés dans le cadre du programme Horizon Europe. On va dire que c'est un petit peu le Graal qu'attend la Commission européenne. Sur la question de l'échéance, si votre projet a déjà commencé, c'est trop tard. Seul un projet à venir pourra être financé. Si vous souhaitez démarrer votre projet à 6 mois, attention, entre le délai de publication d'un appel à projet, le délai pour y répondre, l'évaluation et puis la décision de financement et le démarrage effectif de votre projet, il peut facilement se passer 9 mois à 1 an. Ça dépend un petit peu du type d'appel à projet. Donc 6 mois, c'est un petit peu court. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, à côté du moment auquel vous souhaitez démarrer votre projet, c'est aussi le moment auquel vous voulez que votre projet soit terminé. Il faut savoir qu'un projet européen dure rarement moins de 2 à 3 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez suffisamment de vision à moyen terme pour vous projeter à la fin de ce projet. Et donc, bien sûr, si vous souhaitez mettre en œuvre un projet à l'horizon de 1 an et plus, on est plutôt dans les clous d'Horizon Europe, puisque les appels à projets sont lancés au fur et à mesure et que on ne peut pas garantir que les premiers appels qui seront ouverts vous concerneront tous. Sur la question des partenaires, alors là, ça dépend un petit peu. Si vous ne souhaitez pas porter le projet avec des partenaires, ça peut quand même convenir, puisque Louise vous a précisé qu'il y a certains outils de financement qui peuvent concerner des projets individuels. Alors, on est sur des projets soit d'excellence scientifique, ou alors des projets vraiment d'innovation, de rupture. Si nous ne sommes pas dans l'un de ces deux cas-là, on passe à l'autre côté, donc il vous faudra forcément des partenaires. Or, ces cas de projets vraiment d'innovation de rupture ou d'excellence scientifique, le partenariat et le projet collaboratif, c'est vraiment la règle. Et on parle bien sûr d'un partenariat à l'échelle européenne. Un partenariat uniquement entre Français ne fonctionnera pas. Si vous envisagez de vous allier à quelques partenaires, n'oubliez pas que ceux-là peuvent déjà faire partie de votre réseau habituel. On n'y pense pas toujours, mais vos clients, vos fournisseurs, vos prestataires peuvent
peuvent être les premiers partenaires dans une démarche de projet européen. Et bien sûr, je précise qu'il vous faut vraiment un partenariat cohérent pour mener à bien votre projet. Concernant le stade de développement, tous les stades peuvent être couverts par Horizon Europe, qu'on soit sur la recherche, le développement, le déploiement ou la commercialisation. Là, il faudra vraiment aller regarder les appels et les dispositifs au sein d'Horizon Europe dans leurs détails pour mieux vous orienter. Mais néanmoins, c'est bien pour vous de savoir que toute la chaîne peut être financée. Concernant l'étude de l'environnement autour de votre projet, si vous ne l'avez pas fait, eh bien sûr, on vous invite à le faire. C'est absolument nécessaire pour savoir si quelles peuvent être éventuellement les autres forces en présence, voir si le thème a été traité dans le cadre de politiques européennes, par des réglementations ou par d'autres partenaires. Si vous l'avez fait, que vous avez trouvé des choses qui peuvent concerner votre projet, mais que vous considérez que vous avez une marge pour vous y investir encore, ok. Si vous avez identifié des partenaires qui travaillent sur ce sujet et que, par exemple, vous avez déjà identifié plusieurs projets financés sur votre thématique, là, il faut vraiment se poser la question. Le financeur européen, il est comme les autres, il n'aime pas vraiment financer plusieurs fois le même projet. Voici donc la fin de la première partie de cet autodiagnostic sur les objectifs de votre projet. Je vous propose de passer à une seconde salve de questions qui vont concerner plutôt les ressources à l'interne de votre structure pour mener cette démarche. Alors, on repart tous dans l'onglet sondage avec cette question 6. Dans mon équipe, une ou plusieurs personnes sont-elles capables de s'exprimer en anglais? Alors, on a fait simple. Vous avez le choix ici entre oui ou non. S'exprimer en anglais, bien sûr, ça va concerner s'exprimer à l'oral, s'exprimer à l'écrit, mener une négociation et puis savoir rédiger peut-être plus qu'un email, peut-être rédiger des documents techniques, etc. La question suivante, ai-je des contacts établis avec des partenaires à l'étranger? Alors, comme je l'ai dit, n'oubliez pas, ces partenaires à l'étranger, ça peut être des structures avec lesquelles vous êtes déjà en relation pour vos activités. Des clients, des fournisseurs, des prestataires, des pairs. La question 8, mes technologies, mes expertises, mes solutions sont-elles différenciantes au niveau européen? Là, l'idée, c'est de savoir est-ce que vous proposez quelque chose de nouveau ou est-ce que les connaissances, les technologies que vous maniez sont également utilisées ou sont également maîtrisées par d'autres? L'avant-dernière question, mon équipe a-t-elle l'expérience des projets collaboratifs? Donc là, on va plutôt chercher à savoir si vous allez être en capacité à gérer ce genre de projet. Et la dernière question, mon équipe est-elle en capacité de gérer de nouveaux projets? Ici, on va évaluer la capacité un peu plus RH et temps au sein de votre structure. On se lance dans le débriefing de cette partie ressources. Alors, comme je l'ai dit, on va commencer par la première question sur l'anglais. L'anglais, c'est la langue du projet européen. On ne peut vraiment pas passer à côté. Donc, ça veut dire que si vous vous lancez dans une démarche projet européen, il faudra vraiment que vous ayez en interne une ou plusieurs personnes qui vont, outre savoir échanger en direct avec les partenaires, mais aussi échanger à l'écrit, et puis aussi, surtout, être en mesure de faire avancer le contenu du projet qui peut parfois être, qui est souvent d'ailleurs très technique, scientifique. Donc, il faut un niveau d'anglais qui soit suffisant
pour être à l'aise dans cette démarche. Se lancer sans ces capacités-là, c'est quand même se lancer sur une chaussée un petit peu glissante, puisque vous allez être mis en difficulté dans l'ensemble des échanges qui auront lieu pendant toute la durée du projet. Sur les partenaires, on cherche à savoir, alors c'est forcément mieux si on a déjà une expérience de travail, voire une expérience de négociation et d'échange avec des partenaires étrangers. Comme je l'ai dit, ça peut être des partenaires avec lesquels vous êtes déjà en contact et avec lesquels vous pourriez monter de nouveaux projets. Alors là, si vous n'avez pas encore de partenaire étranger, c'est pas forcément un critère qui sera complètement négatif pour les projets européens. C'est juste qu'il faudra que vous fassiez à ce mode d'échange collaboratif avec des partenaires européens qui ont parfois des manières de faire, des méthodes un petit peu différentes des nôtres. Sur l'expertise de la technologie différenciante, on l'a vu, les partenariats autour des projets européens, ils se montent avec les meilleurs et avec ceux qui feront la différence. Si vous avez cette technologie, cette expertise différenciante, il y a de fortes chances que vous soyez reconnu pour ça et la cohérence et la pertinence du consortium qui sera monté ira de soi. Si en tout cas sans ces aspects-là différenciants, c'est plus difficile de faire valoir sa place dans le cadre d'un consortium européen. L'expérience projet, c'est la même chose que les partenaires. Il faut forcément une fois se lancer dans un premier projet, même en tant que partenaire. Si on a déjà de l'expérience, forcément, ça va mieux. Si on n'en a pas, il va falloir un petit peu aller au charbon peut-être dans les premiers temps pour bien suivre le rythme de la gestion de projet, avoir la capacité et l'habitude à suivre le reporting administratif, les livrables, et tout en menant les activités et les tâches pour lesquelles on est financé. Et enfin, la capacité à prendre de nouveaux projets. Cette question-là, elle est importante parce qu'il faut vraiment vous interroger sur le temps et la capacité de votre équipe à pouvoir s'investir dans ce projet. On a dit tout à l'heure que c'était possible un peu de se positionner en tant que partenaire d'un projet et donc d'être à l'affût d'opportunités qui pourraient arriver en rejoignant un consortium déjà en montage. Dans ce cas-là, il faut vraiment se poser la question, d'accord, j'ai cette opportunité, mais est-ce que mon équipe va être en mesure d'assumer les objectifs et les tâches si le projet est financé? Donc ça, c'est vraiment une question à avoir en tête lorsque une opportunité va se présenter à vous. En conclusion de cet autodiagnostic, il doit vraiment vous permettre d'avoir une image de votre projet et de le comparer avec les attendus d'Horizon Europe. Comme j'ai dit, certains points peuvent être bloquants, soit en termes de cohérence, soit en termes d'éligibilité. Dans ce cas, il faut vraiment se questionner. Est-ce que le financeur européen est le bon guichet pour mon projet? Il y en a d'autres, des financeurs qui seraient peut-être plus pertinents. Certains éléments sont plutôt des pistes de réflexion que l'on vous propose et c'est à vous de sécuriser ces différentes questions pour pouvoir prendre votre décision. Et pour savoir que faire ensuite, je vous propose de passer à la dernière partie de ce webinaire avec Louise. Merci beaucoup, Caroline. Cette dernière partie, on va la faire très très rapidement pour garder justement un petit peu de temps pour pouvoir répondre aux questions, à certaines de vos questions. Alors, ce qu'on vous propose, c'est comme plan d'action, c'est celui-ci. Ici, on a commencé un petit peu à faire l'autodiagnostic avec Caroline. Vous aurez la présentation, donc vous pourrez faire cet autodiagnostic de manière peut-être plus détaillée en interne. On vous conseille peut-être avec votre équipe en mode brainstorming. Alors, comme l'a dit Caroline, il y a deux issues. Effectivement, si vous sortez de cet autodiag en vous disant que peut-être votre structure n'est pas encore prête à aller vers ce programme, sachez qu'effectivement, il en existe beaucoup d'autres, comme on l'a dit au tout début de la présentation. Et dans ce cas-là, on vous invite vraiment à prendre contact pour faire le point et vous faire accompagner avec votre référent Europe, donc ça, on en parlera juste après, et ou avec HDFID et ou la région.
qui sauront aussi finalement analyser votre situation et puis vous orienter vers les bons programmes ou guichets ou appels à projets. Bien sûr, l'issue est la même si effectivement vous vous rendez compte que Horizon Europe peut constituer une opportunité pour vos projets, que vous vous positionnez en tant que coordinateur ou partenaire, hein, d'ailleurs. On vous conseille de prendre contact et de vous faire accompagner. Et on vous conseille également en parallèle de vous former et de vous informer. Alors, de vous informer lors de l'événement du 1er décembre qui aura lieu, donc c'est une matinée en virtuel qui aura pour vocation de vraiment présenter le programme beaucoup plus en détail. Voilà. Et on a également organisé une série de 8 webinaires pratiques en fonction finalement de votre profil, si vous êtes débutant, si vous êtes intermédiaire ou même si vous êtes expert, pour vous aider en fait à aller vers ce programme. Alors, comme je vous le disais, premier contact, premier réflexe, c'est d'en parler à votre référent Europe. Si vous êtes un acteur académique, c'est la cellule Europe, Valo, l'équipe d'aide au montage de projets de votre université, école ou organisme de recherche. Si vous êtes une entreprise, vous faites peut-être partie d'un pôle de compétitivité, d'un cluster ou d'un pôle d'excellence. On vous invite également à prendre contact avec eux qui souvent connaissent bien sûr très très bien les appels à projets, notamment les appels à projets européens. Si vous êtes nouveau dans le réseau régional, on vous invite à prendre contact avec nous. Et effectivement, ici sur, je vais pas m'attarder sur cette diapositive, mais si vous cliquez à droite, vous aurez en fait un ensemble d'outils et d'aides qui viennent en complémentarité des aides que vous pouvez avoir en interne pour vous aider à la maturation de votre projet. Je suis OK, j'y vais, mais je sais pas quel appel à projet je dois aller viser. Je cherche des partenaires. Si vous avez bien les contours de votre projet, mais que vous souhaitez une aide au montage, vous avez également d'autres aides et vous avez également une aide pour vous aider dans votre stratégie d'influence au niveau de la région, de la mission auprès de l'Union européenne. Donc voilà, on est un ensemble d'acteurs qui viennent vraiment en complémentarité de vos structures. Voilà, on vous invite vraiment à vous inscrire au 1er décembre ainsi qu'au webinaire si vous êtes intéressé. Et maintenant, on a quelques minutes en fait pour quelques questions. Alors, n'hésitez pas à regarder dans la partie questions parce que nous avons pris le temps de répondre à certaines questions directement par écrit. Et j'ai relevé quelques autres questions que je vais poser maintenant aux intervenants. La première, c'est une question sur un peu les rôles des partenaires, la place des startups dans les objectifs du programme et aussi comment hiérarchiser l'importance des partenaires entre PME, start-up, université. Est-ce qu'en général, il y a une hiérarchisation? Voilà. D'accord. Alors, effectivement, alors sur la place des startups et des entreprises dans le cadre du programme Horizon Europe, l'Union souhaite vraiment qu'il y ait une part importante de ce programme qui aille aux entreprises, dont les startups. Donc, leur participation, elle est vraiment de plus en plus encouragée dans le cadre de ces projets. Il y a même des projets qui parfois mettent des conditions de tant de pourcentage du budget du projet qui doit être utilisé pour financer des projets de start-up, par exemple. La place d'une start-up après, alors, il y a des start-up très très jeunes, des un petit peu moins jeunes, néanmoins, la place d'une start-up n'est pas toujours celle du coordinateur. J'ai envie de dire que la place la plus pertinente pour une start-up, c'est plutôt d'amener son expertise, d'amener sa technologie au service d'un projet plus important, ou alors de se servir de ce projet pour améliorer ce qu'elle propose déjà. Donc, pour moi, la meilleure stratégie pour une start-up, ce serait plutôt d'aller s'allier avec une autre entreprise ou un centre et de commencer à construire quelque chose ensemble, ou bien alors d'aller se positionner en tant que partenaire d'un projet. Et je précise également que dans le cycle de webinaire dont vous a parlé Louise, il y aura un webinaire dédié aux startups qui se nomme « Quand et comment se lancer dans les projets européens quand on est une startup ».
qui se tiendra le 2 février. Et sur la différence des rôles, Oui, est-ce qu'il y a une hiérarchisation? je pense que cette question, elle est quand même assez, elle est très intéressante, mais elle est complexe parce qu'effectivement, dans le cadre de ce programme, on l'a pas dit, mais par exemple, son prédécesseur, on a décompté 4000 appels à projets. Donc c'est pour vous dire un peu l'ampleur du du programme. Il y a des appels à projets qui sont très différents les uns les autres. Alors pourquoi je parle d'appels à projets? Parce que le projet que vous allez présenter, il va répondre point par point à l'ensemble des points de l'appel à projet. Donc le rôle de chacun dans ce projet sera différent, en fait, en fonction, du projet que vous allez monter et des objectifs du projet et de l'appel à projet. Donc c'est un peu compliqué effectivement de répondre à cette question parce que le programme est vraiment très large. Mais prenez contact avec nous et on pourra en discuter en fonction de votre structure et de votre projet à vous. Le deuxième lot de questions, enfin, deuxième question qui a retenu notre attention, c'est sur le fait de savoir est-ce qu'il y a des plateformes qui aident à trouver des partenaires et aussi pour identifier les projets en cours de montage. Alors oui, bien sûr, il y a des plateformes pour vous aider à faire cela. Il y en a une qui est gérée par le réseau Entreprises Europe, dont fait partie Hauts-de-France Innovation Développement et dont je fais partie également, qui permet à une entreprise, un laboratoire, etc., soit de faire valoir son savoir-faire, son expertise, sa technologie dans le but de rechercher, par exemple, un projet en montage, ou alors le chemin inverse d'identifier des projets qui seraient en montage pour aller s'y raccrocher. Si vous êtes plutôt dans une optique de prendre la coordination d'un projet et que vous souhaitez, au-delà des partenaires que vous avez déjà, compléter votre consortium avec d'autres partenaires, on peut aussi diffuser votre recherche, donc diffuser la concept note de l'idée de votre projet. Et ce qui est vraiment important, c'est de décrire quel type de partenaire vous recherchez et surtout qu'est-ce qu'ils vont devoir faire dans le cadre de ce projet. Donc voilà, ça c'est l'action du réseau Entreprises Europe. Il y a également sur la plateforme de l'Union européenne dédiée au dépôt de projet Horizon Europe un système d'identification de partenaires via d'anciens projets, via d'anciens partenariats qui ont pu être menés par exemple dans le cadre du programme précédent. Et puis, il y a aussi un réseau de points de contact nationaux qui peuvent parfois aussi aider à identifier des partenaires, puisque voilà, on a des points de contact français, et puis il y en a comme ça dans l'ensemble des pays du programme, et donc ils sont organisés en réseau pour s'échanger des projets en montage et des partenaires. Je pense, Caroline, qu'on va répondre à une grande partie de ces questions lors des différents ateliers qu'on organise à partir de décembre. Donc, n'hésitez pas à découvrir le programme qui sera bientôt accessible et à vous y inscrire. Et un dernier lot de questions, c'est un peu plus technique, pareil, je pense qu'on répondra dans les ateliers, mais ça a quand même été posé là, donc ça peut être intéressant de les traiter. Quel engagement en termes de temps et de disponibilité pour participer dans les projets européens? Tu veux répondre? Alors, j'ai envie de dire que ça dépend un petit peu aussi du rôle que vous aurez dans le projet. Un coordinateur, il doit évidemment avoir une personne au moins à temps plein. La gestion du projet en tant que tel, c'est déjà un lot de travail important. Et là, je ne parle même pas du suivi du contenu du projet. Généralement, le coordinateur, il va avoir quelqu'un qui va être dédié à la gestion administrative du projet. Et puis, il y aura peut-être aussi une équipe qui va travailler sur le contenu. Quand on est partenaire, eh ben, ça dépend un petit peu de Quand on est partenaire, ça dépend un petit peu de l'importance des tâches qu'on va avoir dans le projet. Si on a une petite intervention à un moment donné, parce qu'on a une expertise très technique et qu'on en a besoin sur une partie du projet, on peut très bien avoir un partenaire qui s'implique avec une personne, pas forcément à temps plein. Par contre, dès qu'on commence à prendre un petit peu d'ampleur sur les tâches à
à faire, forcément, oui, il faudra mettre en face les ressources humaines nécessaires qui seront d'ailleurs financées dans le cadre du projet. Et juste pour compléter, c'est vrai que quand on est coordinateur, on le voit un petit peu sur la diapo que je vous ai mise. C'est vraiment des estimations, hein, c'est vraiment plutôt pour les profils coordinateurs, mais sur la maturation du projet, on est à 3 à 6 mois d'une personne à temps plein. Sur le montage, on est aussi autour de 3 à 6 mois. On dépose le projet, on attend 3 à 8 mois avant le début du projet, s'il est financé, et le projet dure 2 à 5 ans. Voilà, c'était simplement pour compléter un petit peu, que vous ayez une idée un petit peu de la timeline. Et bien sûr, vous êtes aidé dans ces étapes-là. Il y a différents dispositifs, que vous soyez une entreprise ou que vous soyez un autre acteur de l'écosystème. Et puis, la taille moyenne d'un projet, partenaire, pays, budget. Alors, pour les projets collaboratifs, je pense qu'on peut dire qu'on est à peu près autour d'une quinzaine de partenaires, entre 15 et 30. Ça te paraît beaucoup? C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. On va dire autour d'une dizaine de partenaires, en général, d'après ce que j'ai vu, je dirais à peu près 5 pays différents, donc des partenaires de 5 pays différents. Et en termes de budget, on peut être vraiment entre, on va dire, 3 millions et 15 millions, quoi. Enfin, voilà, pour vous donner à peu près pour le budget total du projet, hein, pour tous les partenaires. Donc, on peut dire qu'on est autour de 5-6 millions en moyenne, bien que ça soit assez compliqué vu le nombre de projets financés dans le cadre de H2020, on est autour de 30 000 projets. Hein. Donc, voilà, c'est une moyenne. Il y a quand même quelques instruments qui permettent de financer des consortiums un petit peu plus petits, qui souvent d'ailleurs vont lancer des appels, ce qu'on appelle des appels blancs, donc sans thématique affirmée, c'est vous qui proposez la thématique. Et là, il peut parfois y avoir des petits consortiums avec 3 à 4 partenaires. Mais on est vraiment sur des outils spécifiques à l'intérieur du programme. Et enfin, il y a une question sur la capacité financière. Est-ce qu'il faut, en tant qu'entreprise, avoir une capacité financière importante? Alors, du point de vue d'une entreprise, ce qu'il faudra vérifier, c'est votre capacité à apporter forcément le cofinancement par rapport à la subvention européenne. Je crois que Louise a mentionné plus tôt que ces subventions, dans le cadre du programme Horizon Europe, dans la mesure où elles sont accordées directement par la Commission, elles sortent du cadre des aides d'État, ce qui peut être quand même assez intéressant. Après, on ne va pas rentrer dans le détail de l'administratif, mais une entreprise va avoir une genre de checklist sur sa structure et sur elle-même à remplir sur la plateforme de dépôt de projet. Mais voilà, ce qui va être regardé, c'est votre capacité à mettre l'argent en tant que cofinancement, et sur certains projets spécifiques, notamment quand l'entreprise peut candidater seule, là, on va quand même s'assurer que le business plan tienne la route, quoi. Alors, on a terminé les midi 4, on a un tout petit peu débordé. Si vous pouviez vraiment, ça veut dire beaucoup de choses pour nous. Juste prendre le temps de répondre à la petite question, en fait, sur voilà, savoir si ce webinaire a bien répondu en fait à vos attentes. C'est un tremplin, hein, on le rappelle, c'est ouverture à plein de choses qui peuvent arriver. En attendant que vous preniez le temps en fait de répondre à ce petit sondage, c'est une question, hein, vraiment c'est 1 seconde. On voulait finalement, vous retrouverez en fait ici l'ensemble des contacts des personnes référents Europe qui ont co-organisé ce webinaire et qui co-organisent encore plein d'autres événements et plein d'autres initiatives, et qu'on remercie vraiment chaleureusement. Ils sont ici, contactez-les. Voilà, vous avez également nos coordonnées, et on vous souhaite vraiment une très bonne journée, et puis à bientôt, et vraiment contactez-nous. Bonne journée.